Nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir comme grand témoin Yann Lanier, qui est délégué général des Petits Frères des Pauvres. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être cet après-midi parmi vous. Ai-je besoin de présenter les Petits Frères des Pauvres en 2 secondes? Ou est-ce que vous voyez à peu près en 2 secondes. Ce que nous faisons? Les Petits Frères fêteront leur 80e anniversaire en 2026, donc ça va arriver très rapidement. Et depuis 78 ans aujourd'hui, cette association se consacre à lutter contre l'isolement social des personnes âgées, alors avec des formes diverses qui sont toujours adaptées aux époques, mais l'association n'a pas changé d'objet ou d'objectif. Elle publie depuis 2017 un rapport sur l'isolement social qui fait aujourd'hui, sans trop se pousser du col, référence. La dernière mouture date de 2021 et nous avons depuis 2017 préempté cette journée internationale des personnes âgées du 1er octobre pour publier entre les rapports sur l'isolement social des rapports thématiques. Celui du 1er octobre de cette année, vous l'avez peut-être vu passer, était consacré à la pauvreté, aux personnes de plus de 60 ans en situation de pauvreté dans notre pays, où on rappelait que sur les 9 millions de pauvres que compte la France aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes de plus de 60 ans. Et c'est un chiffre qu'on oublie un peu. À partir de 2025, nous sortirons un baromètre de l'isolement social, non plus tous les 4 ans, mais tous les ans, avec un focus particulier, parce que c'était l'une des préconisations de notre rapport de 2021, mais l'étude fine de l'isolement social est encore un impensé dans notre pays et globalement dans beaucoup de grands pays européens et dans d'autres continents. On mesure encore très très mal cette question de l'isolement social. Les Petits Frères des Pauvres, avec une méthodologie de sondage qui est suivie, c'est la même méthode employée sur les différents rapports, documente des chiffres qui font froid dans le dos et qui, à chaque fois que nous les publions, émeuvent quand même, puisque, je vous rappelle les chiffres de 2021, plus de 2 millions de personnes en situation de grande fragilité dans leurs relations sociales, c'est-à-dire coupées d'au moins 2 des 4 principaux cercles de sociabilité, la famille, les amis, les voisins, la vie associative, et 530 000 personnes de plus de 60 ans dans notre pays en situation de mort sociale, c'est-à-dire coupées de ces 4 cercles de sociabilité. Parmi les personnes que vous prenez en charge, que vos services prennent en charge, mesdames, messieurs, il y a effectivement des personnes qui, à part vous, ne voient personne et donc sont certainement rangées dans la catégorie des personnes en situation de mort sociale. 2030, c'est de la prospective, là, c'est pas de l'assurance. J'espère que ça ne sera pas ça. Mais si je ne fais simplement une perspective sur les chiffres que nous documentons depuis 2017, c'était 300 000 personnes en situation de mort sociale en 2017, 530 000 en 2021. Je pense qu'on sera à 700 000 l'année prochaine et qu'on sera à 1 million de personnes en 2030. Pardonnez-moi, est-ce que ça suit simplement l'évolution démographique ou bien il y a un double effet qui est démographique d'un côté et un aggravement de l'isolement de l'autre? Alors, il y a à la fois effectivement cette question démographique qui est importante, puisque nous vivons plus vieux, l'espérance de vie augmente, la question de l'espérance de vie et de l'espérance de vie en bonne santé, vous savez, ça se pose. Nous avons effectivement cet effet mécanique dû à l'augmentation de l'espérance de vie. Et je le rappelle toujours, l'isolement social, ça n'est pas qu'une problématique de l'âge. Vous avez, et on l'a vu pendant une période qui n'est pas si lointaine et que où vous avez été des gens de première ligne, l'isolement social, c'est aussi quelque chose qui existe chez les enfants, chez les jeunes. On parle beaucoup de la santé mentale de nos concitoyens, et notamment des jeunes en ce moment. Vous avez beaucoup de formes d'isolement, vous avez des mamans solo complètement isolées, vous avez des couples âgés isolés, vous en connaissez certainement dans vos différents services, mais on sait que l'âge et la baisse des revenus ou la précarité sont des facteurs cumulatifs qui fabriquent de l'isolement. Le fait de ne pas pouvoir rendre une invitation, le fait d'avoir
Luc parlait des domiciles tout à l'heure, le fait d'avoir honte de son domicile, de la décoration même de son domicile, c'est quelque chose qui peut aussi faire en sorte qu'une personne va volontairement, ou en tout cas restreindre ses relations sociales, et donc fabriquer à terme son propre isolement. Donc effectivement, les modes de vie, les liens entre générations peuvent être aussi facteurs de fabrication d'isolement social, la manière dont nous conduisons, nous gouvernons nos vies. Donc il est impératif de faire attention à plusieurs sujets là-dessus. La question de l'invisibilisation des personnes âgées dans la vie notamment d'une commune ou d'une ville. C'est vraiment des choses qui peuvent à terme fabriquer de l'isolement social. Je suis à titre personnel, vous accueillerez le ministre tout à l'heure dans une conversation récente que nous avons eue ensemble. Je lui citais l'une des anecdotes enfin en tout cas quelque chose que je fais régulièrement. Je demande souvent à des jeunes salariés, des petits frères des pauvres, qui arrivent tout frais sortis de Master 2, quand je leur fais regarder un bulletin de salaire et je leur demande s'ils savent pour qui ils cotisent à la retraite. Et j'ai eu la chance de faire des études très courtes, et donc j'ai eu la chance qu'on m'apprenne à lire un bulletin de salaire. Et quand vous le faites avec des gens qui ont eu, eux, la chance de faire des études un peu plus longues, la question du droit du travail et du code du travail, etc., est en général, quand ce n'est pas leur métier, quand ils ne viennent pas des RH, assez éloignée de cela. Et alors même s'ils ne l'avouent pas, vous le voyez très vite dans l'œil des gens, vous avez des gens qui réalisent, quand vous leur dites, tu sais que tu cotises pour les personnes qui sont à la retraite en ce moment, tu ne cotises pas pour la tienne. On voit des petits gloops comme ça. Ah bon, voilà. Et très sérieusement, ça me fait me questionner sur la question, on parle en ce moment beaucoup du consentement à l'impôt. Et moi, je pense que nous avons à terme un sujet sur le consentement à la solidarité. C'est-à-dire que nos politiques de solidarité sont intergénérationnelles et que si une génération, à un moment donné, décide de ne plus consentir à cette question de l'intergénérationnalité, c'est un vrai sujet fondamental de nos politiques de solidarité. Ce qui faisait dire à Paul Christophe dans l'entretien en me disant « On me demanderait aujourd'hui de créer la sécurité sociale, je ne sais pas si j'y arriverai ». Et vous voyez, quand on a dans le pacte des solidarités des coups comme ça qui sont donnés, c'est pas étonnant de se dire que demain, la question de l'isolement social ou des communautarismes générationnels, je ne sais pas si mon mot est exact, mais il faut faire attention à ne pas laisser à faire en sorte que ceci ne se crée pas ou ne se fabrique pas. Alors, du coup, j'ai envie de poser une question qui va enchaîner sur la suite, c'est-à-dire sur bien vieillir, 50 solutions pour le territoire. Alors, vous n'allez pas forcément nous dévoiler les 50 parce qu'on n'a pas le temps. Puis en plus, il faut bien que les gens lisent votre livre. Mais on peut en avoir deux ou trois. Mais j'ai envie de vous poser cette question-là sur le degré d'acceptabilité, comme vous disiez, des politiques de solidarité. Et sur la question de l'isolement, est-ce qu'elle est différente sur les territoires, sur les villes, sur les lieux que vous avez pu observer ? Alors, le sujet de l'isolement social, il est, contrairement à beaucoup de sujets qui touchent les questions d'âge, où on est souvent dans des questions législatives et réglementaires et des questions de moyens, c'est à la fois le grand avantage du sujet de l'isolement social, mais aussi sa grande problématique, c'est que c'est un sujet qui n'est absolument pas législatif et absolument pas réglementaire. Madame la députée qui intervenait tout à l'heure, s'il lui prenait par extraordinaire l'idée de faire une loi contre l'isolement social, rappelez-vous, il y a 30 ans, on a fait des lois contre le chômage, presque pour interdire le chômage. Bernard Tapie à l'époque, qui était dans ces logiques-là. Demain, on rencontrerait quelqu'un qui dit je vais faire une loi pour interdire l'isolement social. Ça ne servirait, vous vous en doutez, bien entendu, à rien du tout. C'est pour ça que l'un des bons échelons de travail, même si, notamment pendant la crise sanitaire, Luc était aussi à la manœuvre sur ces questions-là, il y a eu des tentatives de convaincre l'État, notamment, et puis il y a des petites avancées dans la petite loi bien vieillir du printemps dernier, notamment pour pouvoir mieux repérer des personnes bénéficiaires de minima allocatifs qui peuvent être potentiellement plus touchées par l'isolement social, mais Véronique Besse est vice-présidente de l'UNCAS également, la transmission à des grands réseaux associatifs
des listes canicules, pour prendre une dénomination qui est un peu ancienne maintenant, est toujours impossible. Et donc, vous avez toujours aujourd'hui une problématique forte de repérage des personnes en situation d'isolement social, de consentement. On parle beaucoup dans d'autres sujets de consentement. Ben là aussi, le consentement à être repéré, à être signalé pour pouvoir être possiblement pris en charge, y compris par des bénévoles ou par des citoyens, il y a beaucoup d'éthique derrière ces questions-là, ce qui ne rend pas les choses faciles, mais tout ça plaide, à notre sens, pour que Boris Venon, avec lequel j'ai écrit ce livre, pour que l'échelon communal soit l'un des meilleurs échelons pour pouvoir traiter ces questions d'isolement social. Je le rappelle toujours, hein, une fois qu'on a donné ces chiffres aux petits frères des pauvres, nous avons 15 000 bénévoles qui agissent sur le terrain auprès d'une trentaine de milliers de personnes. 530 000 personnes en situation de mort sociale, 30 000 personnes, entre guillemets, prises en charge, visitées, participant à des activités. Le but du jeu, c'est pas de recréer une relation de dépendance entre un bénévole et une personne, chez nous, nous l'appelons accompagné, parce que là aussi, vous créez certes une relation sociale, comme vous pouvez être aussi la seule relation sociale des personnes que vous visitez et chez qui vous délivrez un certain nombre de prestations. Notre objectif, même si parfois il est utopique ou en tout cas compliqué à construire, c'est de recréer autour de la personne un écosystème de relations sociales. Moi, je suis très content quand des personnes, et ça arrive de plus en plus, nous disent « Ciao, j'ai plus besoin de vous, je suis revenu dans la vie ». C'est très dur hein, pour les bénévoles qui vivent ça, parce qu'il y a quasi des ruptures pas amoureuses, mais en tout cas des ruptures même d'amitié ou affectives qui sont des fois... Ils peuvent trouver d'autres personnes isolées ensuite. Oui, ça on leur trouve du job sans problème. Mais humainement, c'est pas simple. Mais vraiment, l'objectif, c'est de recréer un écosystème social autour des personnes. C'est pour ça que, vous voyez, j'étais au Salon des maires ce matin, où nous sommes pendant les 3 jours à venir, enfin les 2 jours à venir. Aujourd'hui, des solutions, puisque j'en évoquais certaines, des solutions comme par exemple ouvrir sa cantine scolaire à des personnes âgées. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Et à la limite, vous n'avez même pas besoin les maires qui vont dire « Oh là là, mais ça coûte cher ». Non, les gens vont payer. Hein. Ils peuvent encore se payer de 2,50 € à 5 ou 6 € un repas. Là où ça se fait, et même quand ça se fait qu'une fois par semaine, vous changez la vie de personnes qui ne voient personne. Voilà. Quand vous aide à domicile, quand je me suis beaucoup intéressé aux questions de culture et en se disant comment on marie la logistique du dernier kilomètre qu'aujourd'hui les logisticiens savent bien faire pour nous livrer les colis et toutes nos commandes par Internet, et les questions culturelles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche de marier le portage des repas à domicile avec la bibliothèque municipale et la liste de livres qui permet à des personnes d'avoir une personne qui leur livre leur repas et en même temps de pouvoir avoir le journal, un bouquin, un DVD, que sais-je encore. Il y a 30 ans, on savait, c'est marrant parce que j'étais très très étonné d'ailleurs que Rachida Dati, ministre de la Culture, en fasse un sujet. Mais la question de la culture à domicile, alors je ne crois pas que les moyens suivent dans le budget, il y en a un petit peu, mais c'était quelque chose d'assez courant. Moi, j'ai commencé mon activité professionnelle il y a une trentaine d'années dans le champ culturel. On savait fabriquer, il y a des compagnies qui étaient spécialisées là-dessus, du théâtre en appartement, ça s'appelait comme ça, pour les tout petits, mais aussi pour tout le monde, quoi. Et aujourd'hui, c'est assez facile de revoir ça, tout comme c'est assez facile de revoir les horaires d'une programmation culturelle, de refaire de la matinée, par exemple, beaucoup plus du spectacle à 18h. Soyez attentifs si vous achetez, on est mardi, donc demain, l'officiel des spectacles et la programmation culturelle à Paris. Vous verrez que ça progresse étonnamment là-dessus. Vous avez de plus en plus de spectacles programmés à 18h, 19h et de moins en moins à 21h. Et alors, ça touche, je pense, des publics familiaux, certes, mais c'est aussi pour des personnes plus âgées, vraiment la possibilité de pouvoir mieux
enfin, avoir accès à des œuvres culturelles. Et puis enfin, peut-être dernière solution, les collectivités ont aujourd'hui, et elles le font de plus en plus en milieu rural, et j'en suis très heureux, sans avoir, c'est presque plus facile de le faire en milieu rural que quand vous avez une métropole avec une autorité régulatrice des transports aujourd'hui, mais organiser du transport à la demande à l'équivalent d'un canton, par exemple, même une fois par semaine, simplement pour que des gens puissent aller au marché le samedi matin, ben ça peut être la meilleure des choses qui permet aujourd'hui de lutter contre l'isolement social des personnes, c'est-à-dire de contribuer à assurer leur propre mobilité. Merci beaucoup Yann Lagny, on peut l'applaudir.